vais tenter de résumer au cours de cette courte présentation la problématique de la programmation des entraînements combinés force-aérobie et de traiter aussi du côté interférentiel lié à cette programmation. Alors je vais commencer par une banalité, mais voilà, la préparation physique du joueur de rugby s'oriente autour du développement de deux qualités physiques. D'une part, le développement de la filière anaérobie, du système neuromusculaire, avec un développement des qualités de force, de puissance et de vitesse. Et donc pour être en mesure d'être performant sur des efforts de poussée et de course. Et un développement des qualités énergétiques, la filière aérobie, pour repousser le plus possible le seuil de fatigue au cours du match et pour être en mesure de répéter les efforts de poussée et de course de manière la plus efficace et la plus intense possible tout au long du match. Alors ces deux types d'entraînement s'accompagnent d'adaptations physiologiques différentes, parfois contradictoires. Donc à partir de là, on peut se questionner quant à la compatibilité de ces deux types d'entraînement au sein d'une même planification. Alors cette compatibilité a été vérifiée en 1980 par le docteur Hickson au cours d'une procédure expérimentale de 10 semaines d'entraînement avec 3 groupes expérimentaux. C'est très simple. Il y avait un premier groupe expérimental qui ne réalisait que de la musculation, à raison de 5 séances par semaine. Un deuxième groupe expérimental qui ne réalisait que de l'endurance, à raison de 6 séances d'entraînement par semaine. Et un troisième qui combinait les deux charges d'entraînement, force-endurance, ce qui faisait un total donc de 11 séances par semaine. Des mesures de force maximale sur le bas du corps ont été appliquées avant, pendant et immédiatement après ces 10 semaines d'entraînement. On a pu observer une différence significative de gain de force maximale entre les groupes force uniquement et le groupe d'entraînement combiné, avec des gains de force plus importants obtenus suite au groupe d'entraînement force uniquement, comparativement au groupe d'entraînement combiné. Donc cela veut bien dire que la présence de l'endurance au sein d'une planification interférerait sur le développement de la qualité de force. Alors je viens de le préciser, l'entraînement d'endurance, l'entraînement aérobie semblerait interférer sur le développement de la force. L'inverse n'est pas vrai, bien au contraire. L'entraînement de musculation semblerait positif pour la performance en endurance. Cette interférence, elle semblerait intervenir sur le côté force maximale, mais encore plus sur les qualités de vitesse, de puissance et d'explosivité, donc sur la production de force à vitesse rapide. L'interférence, elle semblerait être systémique, c'est-à-dire qu'elle semblerait intervenir sur l'ensemble de la musculature, haut et bas du corps. Et enfin, elle semblerait avoir une double origine, nerveuse et musculaire. Nerveuse, car elle impacterait le recrutement des unités motrices, et musculaire, car il y aurait une interférence au niveau de l'hypertrophie musculaire et des gains de masse. Donc. Alors, plusieurs auteurs sont questionnés quant au mécanisme de l'interférence et ont tenté de l'expliquer. L'un des premiers mécanismes qui a été mis en avant, c'est le phénomène de fatigue aiguë, induit par une séance énergétique ou spécifique énergétique sur la séance de musculation, avec donc une altération de la charge d'entraînement en musculation, des tensions musculaires moindres et donc à terme des adaptations qui sembleraient altérées, qui pourraient être altérées à la fin d'une période d'entraînement. Une deuxième hypothèse concernerait, donc serait plus d'ordre physiologique. Et là, je vous présente en fait, alors ce schéma qui peut paraître très barbare, mais qui est en fait très simple. Suite à un exercice de force, il se passe toute une cascade de réactions enzymatiques, l'activation de la voie AKT-mTOR, qui se traduit en fait par une activation, une stimulation de la synthèse protéique. Suite à un exercice d'endurance, on a une déplétion de glycogène, une activation de la MPK, qui se traduit par une activation de la biogénèse mitochondriale. Ce qu'il faut retenir en fait et ce qu'il faut voir, c'est que ces deux voies de signalisation, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre et elles sembleraient être en interaction. L'activation de la MPK suite à un exercice d'endurance semblerait inhiber
la voie d'activation spécifique à la force, la voie d'activation AKT-mTOR, et semblerait donc inhiber la synthèse protéique, et donc les gains de force. Alors plusieurs auteurs se sont questionnés sur comment faire, comment lutter contre cette interférence, dans des disciplines mixtes où on n'a pas le choix de travailler les deux qualités. Pour lutter contre le mécanisme fatigue aiguë, on peut jouer sur l'ordre et placer prioritairement la force avant l'endurance, pour s'éviter une fatigue de l'endurance sur la force. Voilà, on adopte cet ordre. Mais, et il y a un mais, et là suivez bien parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, je vais revenir sur mon schéma avec l'activation des voies de signalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée d'activation de cette voie spécifique à la force, elle dure à peu près 24 heures. La durée d'activation de la voie de signalisation spécifique à l'endurance, elle a une durée beaucoup plus courte, de l'ordre de 3-4 heures. Donc, pour s'éviter une interférence de ces voies de signalisation, dans l'ordre force-endurance, il faudrait attendre 24 heures de récupération avant d'appliquer la séance d'endurance dans un second temps. Donc le temps de récupération est primordial dans le cadre des entraînements combinés force-endurance pour lutter contre ce conflit physiologique et cette interférence. Là, je vous ai schématisé un exemple de planification, même si je pense que tout le monde avait cerné la chose. Donc finalement, là, on adopterait une configuration quotidienne de l'entraînement des qualités physiques. Si, dans un souci de vouloir augmenter la charge d'entraînement, on souhaiterait partir sur une configuration biquotidienne de l'entraînement, c'est malgré tout possible. Dans ce cas-là, on pourrait placer la séance énergétique aérobie le matin, attendre 3-4 heures de récupération, avant de placer la séance de musculation, donc l'après-midi. Là, on adopte une configuration biquotidienne de l'entraînement. Mais on retombe sur la problématique de fatigue aiguë, la première énoncée. Et là, malgré tout, il y aurait des solutions pour lutter contre ce mécanisme de fatigue aiguë, à savoir donc lutter contre la fatigue métabolique, à savoir jouer sur les stratégies de récupération, et notamment comment faire pour restaurer de manière optimale les réserves de glycogène, comment faire pour éliminer les déchets métaboliques induits par la séance énergétique. Donc il peut y avoir une stratégie de récupération active par exemple. Pour lutter contre la fatigue musculaire, le type d'effort aérobie semblerait très important. Et là, la forme portée, réalisée sur vélo, sur rameur, même avec des efforts réalisés à très très haute intensité, de type High Intensity Interval Training, désolé pour mon anglais, de privilégier une forme portée permettrait peut-être de limiter les contraintes musculaires, les dommages musculaires, les DOMS, et donc de limiter cette fatigue musculaire. On serait davantage capable d'assumer une séance musculaire l'après-midi, de force, de vitesse ou de puissance. Donc comme je viens de le résumer, les stratégies de récupération et le type d'entraînement aérobie sembleraient très importants pour lutter contre ce mécanisme fatigue aiguë. Enfin, la charge d'entraînement semblerait également très importante pour lutter contre ce phénomène interférentiel. Donc je m'explique, un ratio 3-1, 3 séances de musculation dans la semaine pour une séance d'endurance permettrait de maintenir les qualités oxydatives tout en se limitant le phénomène interférentiel par rapport à une situation d'entraînement avec un ratio 3-3. 3 séances de musculation pour 3 séances énergétiques, qui serait donc très interférentiel. Je vais terminer enfin, donc je vais conclure par des applications pratiques. Ici, je vous ai schématisé une planification annuelle d'un joueur de rugby à 7 de niveau international avec une longue pré-saison de l'ordre de 12 semaines, 3 mois, et ensuite une succession de compétitions intervenant tous les mois. On voit donc que la saison se distingue en 2 blocs très différents. On pourrait adopter des principes de périodisation différents selon le moment de la saison. Donc je m'explique, peut-être que pendant la pré-saison, quand on a le temps, on a 12 semaines, on est souple au niveau timing, peut-être que la périodisation par bloc serait préférentielle. On a le temps de proposer des cycles d'entraînement de 3 semaines sur le développement d'une qualité physique, d'imposer une semaine de régénération ou d'affûtage, comme l'a dit Bruno ce matin, de repartir sur un autre bloc de travail avec un autre développement, de repartir sur un affûtage, etc.
En saison, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça parce que je vous l'ai dit, on a un mois entre les compétitions. Donc il faut aller à l'essentiel, il faut traiter les deux qualités physiques de manière quasiment simultanée. Donc peut-être qu'une périodisation de type traditionnel serait plus adaptée. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait jouer sur tous les variables de la programmation, à savoir l'ordre, force, endurance, avec 24 heures de récupération. Si on opte pour un ordre endurance-force, ça peut être 6 heures de récupération, mais là, il faut être très attentif aux stratégies de récupération post-séance d'endurance et au type d'entraînement aérobie mobilisé. Voilà. Je termine par cette citation d'un coach, car on dit souvent que les entraînements combinés force-endurance sont les frères ennemis, et c'est totalement vrai parce qu'on a pu voir tout au long de cette présentation que l'entraînement d'endurance pouvait avoir un effet négatif sur le développement de la force, mais c'est une ouverture peut-être à d'autres travaux. L'entraînement de force est vraiment positif pour la performance en endurance, pour la performance aérobie. Voilà, merci pour votre attention.